merci beaucoup, monsieur le bâtonnier, cher ami. Oui, effectivement, il y a quelques années déjà que j'ai eu le plaisir et l'honneur de présider à la soutenance de votre thèse après avoir tenté de dialoguer avec vous tout au long de cet ouvrage. Et ce fut le début d'une relation de qualité qui a débouché donc sur l'invitation à participer à cette rencontre. Une invitation dont je remercie les organisatrices et organisateurs de ce colloque. Je crois n'importe comment que s'il y a dans les quelques propos que je vais tenir pour conclure cette rencontre des choses fondées, c'est dans la mesure où je veux remercier et féliciter les organisatrices et les organisateurs et tous les intervenants. Très franchement, j'ai été, non pas surpris, mais j'ai été frappé par la qualité des interventions. Je trouve qu'on a eu affaire à des propos qui ont été polissés du point de vue du temps. C'était une contrainte qui a été tenue, c'est assez remarquable, c'est plutôt rare quand même que dans une manifestation de ce type, les horaires soient parfaitement tenus. Et en même temps, les intervenants et les intervenantes, les intervenantes et les intervenants, les intervenantes ont livré le fond de leur pensée, l'essentiel de leurs analyses, avec beaucoup de sincérité, notamment dans les tables rondes, avec beaucoup d'acuité dans les interventions, disons, de type magistral, unilatéral. Alors, je suis venu à cette manifestation avec intérêt, bien entendu, avec curiosité et sans idée particulière de ce que je pourrais dire pour conclure. Ce matin, l'idée m'est venue que peut-être il ne serait pas mal, pas inutile, que je tire profit d'une qualité qui est peut-être la mienne. Je ne suis peut-être pas le plus, mais je suis parmi les plus âgés, parmi les moins jeunes, on dira, de cette assemblée. Ce qui me vaut d'avoir connu le droit du travail il y a quand même déjà quelques décennies, et j'ai observé qu'il était souvent utile de rappeler à des plus jeunes ce qu'avait été l'état de ce droit du travail il y a précisément quelques décennies. Alors, ce droit du travail, j'ai commencé à le fréquenter en 1972-73. J'étais un assistant à la faculté de droit de Lyon, civiliste, intéressé par la théorie du droit. Le droit du travail, ce que j'en avais vu dans mes études initiales, ne m'incitait pas spécialement à m'y intéresser. Bon, j'avais quand même un petit côté ouvriériste, voilà. Et il m'a semblé que m'intéresser au droit du travail, ça m'irait mieux au teint que m'intéresser au droit commercial, que j'enseignais un peu, mais vraiment sans beaucoup d'affection. Et donc, je me suis mis au droit du travail. En 72-73, c'est une époque où on touchait un nouveau code du travail, qui d'ailleurs officiellement c'est toujours le code du travail, il a été restructuré, mais enfin bon, c'est toujours le code du travail de 1973 qui nous régit, même s'il a été largement réécrit et très largement développé. Et puis on a eu en 1973 la loi du 13 juillet qui a vraiment créé un droit du licenciement, qui a rompu avec la censure du licenciement abusif sur la base du principe général de l'abus de droit et la substitution à ce régime-là d'un régime que vous connaissez parfaitement. En 1975, ensuite, on a eu la grande loi sur le licenciement pour motif économique qui a fait couler beaucoup d'encre. Et puis en 1972, on a eu la légalisation d'une forme de marchandage au sens large avec ce qu'on a appelé donc la légalisation des entreprises de travail temporaire. Ça n'a pas été rien dans le paysage social français. Cela dit, à l'époque, le Code du travail ne ressemblait vraiment pas à ce à quoi il ressemble aujourd'hui. D'abord du point de vue volume, rien à voir. C'était un code relativement modeste, en taille. Du point de vue du contenu, donc on avait un régime du licenciement, on avait un régime du licenciement de droit commun, licenciement pour motif économique. On n'avait pas de disposition dans le Code du travail sur le contrat à durée déterminée.
Jusqu'à 1979, la matière était essentiellement jurisprudentielle. C'était la Cour de cassation qui s'attachait à réduire le domaine de la qualification de contrat à durée déterminée au bénéfice de celle de contrat à durée indéterminée, avec comme enjeu évidemment l'application du droit du licenciement. On avait du contentieux très chaud sur le statut protecteur des représentants du personnel. Il y avait aussi là des contentieux qui nous venaient de mai 68 ou des années 60 finissantes, avec une absence de disposition sur certains points qui a été plus ou moins heureusement comblée en 1982. On avait assez peu de choses sur le temps de travail. Le régime du temps de travail était d'une simplicité angélique. Il était très agréable, en 1 heure de cours, c'est à l'époque que j'ai commencé à faire des cours de droit du travail, fin des années 70, de faire une synthèse, présentation synthétique du régime, par grands traits, du temps de travail. Chose radicalement impossible aujourd'hui, évidemment. Et puis, on avait un certain nombre de dispositions sur les conventions et accords collectifs, mais il n'y avait pas de droit de la négociation collective. C'était essentiellement un régime sur l'instrument susceptible de naître de la négociation collective. Par ailleurs, l'horizon international, l'horizon européen était à peu près vierge. Non qu'il n'y eût point de convention internationale du travail, mais elles étaient somptueusement méconnues en France. C'était d'ailleurs une surprise pour un certain nombre de collègues étrangers d'observer l'inattention qui était la nôtre, travaillistes français, à l'égard des conventions internationales du travail. Alors que dans un certain nombre de pays, et là je pense notamment aux pays d'Amérique latine, le jeu des conventions internationales du travail est tout à fait essentiel. Le droit de l'Union européenne, qui s'appelait les communautés européennes à l'époque, c'était pas grand-chose en termes de relations du travail. Donc on avait un paysage normatif tout à fait différent de celui qu'on a aujourd'hui. Il n'était pas question, évidemment, de télétravail. Il n'était pas question, comme depuis quelque temps, dans les dispositions de ce que j'appelle le discours législatif du droit du travail, d'environnement, environnemental, écologique, transition écologique, etc. Un paysage vraiment assez différent. Et puis, il y avait aussi, me semble-t-il, là j'aborde un terrain un peu plus scabreux, un autre élément, une autre donnée. Le droit du travail était sollicité, manié, mis en œuvre dans un contexte idéologique quand même, me semble-t-il, assez différent de celui d'aujourd'hui. Du côté du mouvement syndical, on était quand même en présence d'une majorité d'organisations syndicales qui étaient avec un horizon d'abolition du salariat. Il me semble qu'on en est aujourd'hui un peu loin. Alors évidemment, on pense à la CFDT, à l'évolution de la CFDT, qui était à l'époque en faveur et qui se prononçait à chaque occasion, à toute occasion, en faveur de la transition vers le socialisme autogestionnaire. Donc le droit du travail avait du coup un rôle, était perçu comme un instrument de défense des intérêts un peu singulier. C'est à l'époque où Jean-Paul Murcier, au service juridique confédéral de la CFDT, développait la thèse du conflit des logiques et proposait donc une manière de solliciter le droit du travail, de le mettre en œuvre dans les configurations contentieuses qui permettaient, disait-on à l'époque, de faire avancer les choses dans le sens des intérêts des travailleurs en livrant des lectures des faits et des lectures des normes différentes de la lecture que pouvaient avoir les partis employeurs, les partis d'organisation patronale dans les contentieux auxquels ils étaient opposés. Et puis évidemment, la CGT était déjà dans la perspective d'abolition du salariat. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit aujourd'hui, d'ailleurs, toujours dans une perspective d'abolition du salariat. Bref, c'est un contexte différent. Et les juristes travaillistes, le milieu des juristes travaillistes était peut-être, là je n'ose trop m'aventurer, était peut-être un peu différent. Je ne sais pas du côté des avocats. Du côté des juristes universitaires, d'abord beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui étaient les juristes universitaires spécialistes de droit du travail. Et puis, il y avait des différences de point de vue.
Bon, il y avait un courant qu'on qualifiera de progressiste, incarné à l'époque par Gérard Lioncan, par Hélène Sinet, par Jean Pélissier. Et puis, il y avait un courant plus conservateur, oui, avec des tendances un peu différentes. Bon, il y avait le très modéré Michel Despax, il y avait le démocrate chrétien Jean Savatier. Bon, et puis, cela créait une ambiance de discussion, de dispute sur des interprétations. Et d'une façon générale, quand même, il me semble que les juristes travaillistes étaient plutôt des progressistes. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter récemment avec des vieux de mon âge pour essayer de mesurer si le temps avait changé des choses sur ce registre. Mais bon, je pense qu'il y a une plus grande diversité, j'oserais dire, pour simplifier, en simplifiant idéologique, des juristes du travail qu'aujourd'hui. Enfin, pardon, une moindre diversité des juristes du travail qu'aujourd'hui. C'était une opération beaucoup plus binaire, une opposition beaucoup plus binaire, me semble-t-il. Bon, tout ça avait, je pense, une incidence sur la manière dont le droit du travail était traité. Alors, les choses ont changé. Je ne m'attarde pas sur la question changement du contexte des représentations et des valeurs, contexte idéologique. Mais il est clair que sur le plan de l'équipement normatif, les choses ont grandement changé. Je ne sais pas si on peut parler de métamorphose du droit du travail, du régime du rapport d'emploi, de la relation du travail. Mais en tout cas, des changements tout à fait significatifs. D'abord en volume. Aujourd'hui, d'après le dernier comptage qui a été livré par les indicateurs de l'activité normative sous le contrôle du secrétariat général du gouvernement, au 1er janvier dernier, le Code du travail était le 3e en poids, nombre d'articles et nombre de mots. C'est des variables d'évaluation qui me semblent relativement pertinentes. En tête vient le Code de la santé publique, en 2e rang, le Code de l'environnement, en 3e rang, le Code du travail, le Code civil est très, 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 très loin. Bien, donc, il y a ce changement qui est régulièrement vilipendé. On a parlé longtemps d'inflation normative, d'indigestion législative, etc. C'est vrai que les choses ne s'arrêtent pas, et même si l'on a tendance à critiquer la manière de mesurer le poids du droit du travail au poids des codes commerciaux, je pense qu'il y a quand même un léger problème de ce côté-là. Moi, en tout cas, je suis assez heureux d'être aujourd'hui à la retraite, car je ne suis plus tenu, pour des raisons professionnelles, de me tenir au courant au jour le jour de l'évolution du droit du travail. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'on perd pied sur un tas de questions qui ne sont pas nécessairement de détail. Et j'ai été interpellé à plusieurs reprises aujourd'hui en entendant des mots, des choses, des évocations. De quoi s'agit-il ? Donc, il est certain qu'il y a une densité de la matière, qui a profité, entre guillemets, de l'irruption qui a été évoquée à plusieurs reprises cet après-midi, notamment de la référence aux droits fondamentaux. En 1981, j'avais commis dans une petite revue un article militant, entre guillemets, pour l'invocabilité de la Convention européenne des droits de l'homme dans les relations privées en général et les rapports de travail en particulier. Je m'étais fait gronder, littéralement, par un très prestigieux collègue italien, un peu plus âgé, Gino Giuni, référence à sa mémoire, qui m'avait dit « Mais non, c'est une erreur. La Convention européenne des droits de l'homme n'est pas faite pour les rapports privés, et notamment les rapports de travail. Pour les rapports de travail, c'est la Charte sociale européenne. » Bon. Sur les conventions internationales du travail, là encore, le fait d'en parler, dire peut-être elles ont vocation à s'appliquer, elles peuvent avoir une utilité. Elles peuvent avoir une utilité par rapport même à un droit aussi sophistiqué que le droit français du travail, notamment en matière d'attribution des inspecteurs du travail et du pouvoir des inspecteurs du travail. Là encore, moi, je dis, chers collègues, vous croyez vraiment pas? En tout cas, aujourd'hui, la cause est entendue. Les instruments de promotion de ce qu'on appelle par commodité les droits fondamentaux sont largement invoqués. Ça a été évoqué à plusieurs reprises cet après-midi dans les relations du travail. Et puis le corpus des normes de droit de l'Union européenne
a évidemment pris une densité, une ampleur tout à fait sans commune mesure avec ce qui étaient les siennes à l'époque des années 70 que j'évoque. Donc, un changement, on est vraiment présent d'un droit du travail assez différent. Alors, peut-on parler d'un nouveau droit du travail? Je suis assez réticent de manière générale à l'égard de cette tendance de parler de nouveau droit du travail dès qu'il y a une réforme un peu importante. Mais bon, il y a quand même des modifications. Peut-on parler de métamorphose? La métaphore peut être un peu forte, un peu vigoureuse, mais il y a vraiment du nouveau. Ce n'est plus tout à fait le même droit du travail. Et puis, on parle aujourd'hui, on en a parlé ce matin notamment, on parle de harcèlement, on parle de discrimination, terme qui était absent du lexique du Code du travail dans les années que j'évoque, c'est-à-dire il y a une petite cinquantaine d'années. Alors, la question qui se pose au bout du compte, c'est celle de savoir si le droit du travail a changé de fonction. La question des fonctions est une question redoutable, elle est très tentante, elle est redoutable. Moi, je fais une distinction entre fonction et finalité. Les finalités, ce sont les fins affichées, celles auxquelles officiellement un corps du droit est censé tendre. Les fonctions, ça relève un peu de l'analyse objective. C'est à quoi ça sert en fait. À quoi ça sert en fait dans le monde social, dans les rapports sociaux, à qui ça sert dans les rapports sociaux. Alors, sur ce terrain-là, la doctrine qui a longtemps été dominante, qui doit le rester, je pense, aujourd'hui, c'est celle qui voit dans le droit du travail une sorte de contre-droit, un droit différent du reste du système juridique. Il appartient, c'est une branche de l'ordre juridique de la République française, mais différent. Un droit tout bon pour les travailleurs salariés, un droit unilatéralement orienté vers la protection des travailleurs salariés. Alors, de cette vision, dès les années 50, un auteur dont j'ai déjà parlé, Gérard Lyon-Caen, avait entrepris de faire justice dans un article vigoureux, comme toujours. Cette analyse avait été reprise à frais nouveaux, de manière un peu plus systématique, avec peut-être un peu plus de références théoriques, à la fin des années 70. Je m'y étais aventuré, notamment dans un ouvrage publié par les presses universitaires de Grenoble en 1980, dans une collection significativement intitulée « Critique du droit ». Et j'avais essayé de soutenir que le droit du travail était ambivalent, c'est-à-dire que c'est une partie du système juridique qui, par ses dispositifs, rend licite et opératoire l'acquisition de la force de travail. L'acquisition de la force de travail par les maîtres des moyens de production, comme on disait à l'époque, dans une terminologie assez marquée. Et néanmoins, l'idée est que, malgré cela, le droit du travail, évidemment, fait des choses utiles à la condition des plus modestes, notamment à la condition de ceux qui sont conduits ou contraints ou conduits à céder leur force de travail pour vivre, à mettre leur force de travail à la disposition d'autrui pour vivre. Alors, cette thèse, j'avais appelé ça la thèse de l'ambivalence du droit du travail. Il ne s'agissait pas simplement de retourner complètement la représentation en disant non, mais le droit du travail, c'est un droit de Louis Althusser. Comme ça avait été dit à l'époque par un disciple de Louis Althusser, un brillant philosophe et avocat, Bernard Edelman, qui disait carrément le droit du travail, c'est le droit bourgeois qui s'adapte à la classe ouvrière. Bon. C'est une analyse qui me semblait quand même un tout petit peu radicale, pas radicale mais excessive, enfin infondée, si on regardait les choses d'un peu près. Alors régulièrement, je me suis reposé depuis lors la question, et je me la repose aujourd'hui, après les ordonnances Macron, qui assurément ont affecté à différents égards, ça a été évoqué de ci, de là dans la journée, le droit du travail, mais qui ne l'a pas détruit. Il me semble avoir lu il y a quelques années, y compris dans un grand journal du soir, que les ordonnances Macron avaient détruit le droit du travail. Je pense que c'est tout à fait insensé
comme type de propos. Aujourd'hui, est-ce que le droit du travail tel qu'il est justiciable d'une autre analyse? Bon, je continue à penser que la thèse de l'ambivalence, qui mériterait évidemment d'être nuancée, reste pertinente pour comprendre, évidemment, à la lumière de certaines représentations des valeurs sociales, du monde social, ce qu'est le droit du travail, ce à quoi il sert. Cela dit, de manière plus proche, sans doute plus intéressante. L'autre question qui se pose en fin de cette journée, c'est celle des relations entre deux niveaux de changement ou de métamorphose dans la relation d'emploi. Le niveau de la relation empirique d'emploi, c'est-à-dire des rapports de travail concrets tels que peuvent les observer les sociologues, tels qu'ils se donnent aux philosophes, qui méditent à leur propos, qui livrent des idées à leur propos. Et puis, les changements du droit du travail. Changements manifestes, je voulais rappeler, d'ailleurs je pense inutilement, d'un mot. Y a-t-il une relation entre les deux? Il est très probable qu'un certain nombre de pratiques qui ont été évoquées aujourd'hui, notamment ce matin, sont évidemment rendues possibles par des changements dans le monde des normes. Mais il est très probable aussi qu'un certain nombre de ces changements sont indépendants de l'état des normes et dépendent de choix d'acteurs qui sont rendus possibles, qui sont rendus licites, admissibles par l'état des normes du travail. Donc je pense qu'on a là une question qui n'est pas prête d'être résolue, de recevoir sa réponse, celle des relations entre les métamorphoses des relations de travail concrètes, empiriques, et les métamorphoses ou les changements dans l'ordre du droit du travail. Vaste question. Ma foi, peut-être sera-t-il possible de faire un autre colloque, peut-être dans quelques années, avec de nouveaux acteurs, en tout cas avec de nouveaux orateurs, et sans doute, assurément, avec un nouveau concluant. Merci beaucoup.